En attendant bébé, cette semaine, je reçois Patricia, propriétaire d'Action Sport Physio, pour venir nous parler de la physiothérapie postnatale. Bonjour Patricia. Salut. Donc aujourd'hui, je veux vraiment qu'on va parler davantage là, du bébé. Oui. Tu es physiothérapeute depuis 15 ans. Depuis 15 ans Oui. Et tu as vraiment voulu comme te spécialiser en fait? Oui, après avoir eu mon fils, je pense que c'est souvent une motivation pour plusieurs physios. Depuis 6 ans, dans le fond, quand je suis revenue de mon congé de maternité, j'ai décidé de me spécialiser puis d'aller prendre des cours pour vraiment pouvoir traiter les bébés, enfants. Donc, là, maintenant, tu vois tout type de clientèle. Là. Oui. 0 à 99 ans. Là. Exact. Par rapport au bébé, oui. Est-ce que tu pourrais me dire un peu c'est quoi tu traites? Moi, je suis en clinique privée. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines conditions qu'on va voir un petit peu plus fréquemment, comme le torticolis congénital, la plagiocéphalie, les retards de développement global, certaines positions atypiques aussi pour se déplacer, les enfants qui vont marcher sur la pointe des pieds, les enfants qui ont eu les pieds beaux, qui ont eu des corrections orthopédiques, des plâtres, des orthèses. On va aller justement donner des exercices puis enseigner des façons de faire pour les parents pour aider à tous les jours. C'est surtout cette clientèle-là qu'on va voir. Là. Puis si, mettons, on parle là, de torticolis congénital, ça, on voit ça vraiment tôt, en fait. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, pour les mamans qui ne savent pas, c'est quoi? Oui, torticolis congénital, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. On en entend de plus en plus parler. C'est vraiment où est-ce qu'il y a souvent une raideur d'un côté du cou. Fait que ça va entraîner le bébé à avoir une préférence. Ce qu'on va remarquer en premier, c'est vraiment ça. On va dire, mon bébé regarde toujours d'un côté. OK. Fait que ça, c'est une chose qu'on veut corriger rapidement. Quand on dit, est-ce qu'on le voit tôt, c'est ce qu'on veut voir vraiment tôt, ces bébés-là. OK. Ouais, le plus vite que c'est pris en charge, vraiment le mieux qu'on réussit à traiter là, la condition. Pas avoir de séquelles ou de conséquences, si on veut, à ça. Fait que c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est grave. Des fois, on pense torticolis congénital, ça sonne un petit peu grave. Mais non, c'est vraiment juste une raideur. Ce qui arrive avec le temps, c'est que si le bébé regarde toujours d'un côté, ça va engendrer la plagiocéphalie. Plagiocéphalie, c'est vraiment un aplatissement. Souvent en arrière, d'un côté de la boîte crânienne. Puis ça peut avoir des impacts. Là, si on ne traite pas, vraiment, ce qu'on va avoir, il y a beaucoup plus de retard de développement dans ces cas-là. OK. Mais il y a aussi des déformations crâniennes ou qui peuvent même apparaître aussi au niveau du visage. Là, on va voir des différences. Fait que oui, c'est d'un côté esthétique, mais surtout du côté du développement de l'enfant, puis s'assurer qu'il retrouve toute sa mobilité. Puis ça va être important aussi pour la fonction. Puis, est-ce que tu dirais, comme dans le fond, exemple, j'ai un jeune bébé, je viens d'accoucher, tu me suggérais de valider que mon enfant est capable d'avoir une mobilité de gauche à droite? Oui. Est-ce que c'est avec les mains? Comment que tu me suggérais de valider ça? La façon la plus simple, c'est sûr qu'avec un bébé qui vient de naître, c'est beaucoup plus facile. On peut le faire passivement. T'sais, on peut regarder. On veut regarder, est-ce que l'enfant a la tête inclinée d'un côté? Puis, est-ce que l'enfant, dans le fond, s'il est un petit peu incliné, est-ce que je suis capable d'aller de l'autre côté sans résistance? Il n'y a pas de problème. Puis aussi, on veut vérifier qu'il est capable de tourner. Oui, on peut le faire manuellement, c'est facile, comme je dis avec un bébé de cet âge-là, mais il y a aussi il y a aussi des façons faciles de le faire à travers juste sa fonction. Quand je dis, première chose qu'un enfant va faire, c'est vouloir boire. Oui. On peut très bien voir soit à l'allaitement, soit avec un biberon. Est-ce qu'il est capable, il est motivé. Là, quand il a faim, il y a définitivement cette motivation-là. Fait qu'on va aller voir, est-ce qu'il est capable d'aller des deux côtés. Puis souvent, en fait, c'est là que les mamans vont se rendre compte, vont dire, ça va pas bien, j'allaite d'un côté, ça va bien, l'autre sein, il le prend pas. Pourquoi, tu sais? Puis c'est souvent quelque chose qui va nous amener à regarder le cou du bébé, parce que s'il est pas capable de tourner, il sera pas confortable, il va vouloir toujours aller juste un sein à cause de la position. Tu parles de torticolis congénital, ce qui veut dire que dès la naissance, théoriquement... Souvent, oui, c'est ça. Souvent, c'est là dès la naissance. Si on parle d'un vrai torticolis, il y a des attitudes où est-ce qu'on va dire que c'est pas fixé, c'est vraiment juste une préférence
positionnelle de l'enfant. Fait que théoriquement, si je viens d'accoucher puis j'ai mon jeune bébé, bon, je retourne à la maison 4-5 jours. Si j'ai de la difficulté, de la résistance à bouger la tête, ça peut être un torticolis congénital, on est mieux de consulter. Mais advenant que c'est très mobile, est-ce qu'on est sauvé de ça, un torticolis congénital, ou ça peut venir par la suite? Ça peut venir par la suite, dans le sens que, surtout dans les accouchements où est-ce qu'il y a eu, utilisation, disons, forceps. On a été chercher la ventouse. On a créé une traction parce qu'on va aller chercher la tête du bébé, on va tirer, puis ça peut créer une blessure au muscle qui va réagir par la suite. Fait que c'est vraiment bien de toujours garder un œil sur ça puis de s'assurer là, qu'il y a sa pleine mobilité. Est-ce qu'en physio aussi, vous pouvez aider au niveau de la mâchoire du bébé pour l'appréhension de l'allaitement? Est-ce que c'est des choses que vous... De façon, encore là, beaucoup fonctionnelle. Il y a des façons qu'on va venir voir. On va regarder, la mobilité un petit peu au niveau de la mâchoire. On va regarder, mais surtout avec la succion. Ah, OK. Fait que quand un bébé va boire, on s'attend à voir un certain mouvement au niveau de la mâchoire. Des fois aussi, c'est vraiment des réflexes orofaciaux qui sont supposés d'être là, au niveau de la succion, au niveau du routing qu'on connaît un petit peu, qu'on va utiliser pour aller stimuler la fonction de la bouche. Mais il n'y a rien de mieux à faire pour un bébé, en fait, que la succion pour pouvoir développer ces problèmes. Cette fonction-là au niveau de sa mâchoire, puis que ça se passe bien. Puis est-ce que toi, tu as une préférence par rapport à l'allaitement, le biberon? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pour toi, tu sais, peu importe au niveau de la succion, ça revient à la même chose? Je parle pas de nutriments ou tout ça, là, je parle par rapport à la succion. C'est sûr que, idéalement, tu sais, est-ce qu'on dit qu'avec l'allaitement, c'est pas nécessairement au niveau de la succion que c'est mieux, c'est toutes les réactions qui vont avec. Tu sais, quand on dit de laisser bébé chercher le sein, de laisser, il y a un petit peu tout ça qui va avec l'allaitement, que des fois, avec le biberon, on va aller... On le place directement dans la bouche. Fait que c'est vraiment plus facile. Ça enlève peut-être ce petit côté stimulation-là pour bébé, mais vraiment, moi, je pense que ce qui est important, c'est de trouver la bonne formule qui marche pour bébé puis pour maman. Puis on va s'adapter, puis on peut donner des choses à faire, qu'un bébé soit nourri avec un biberon, il n'y a aucun problème. Quand tu dis chercher le sein, c'est quoi tu veux dire par là? Tu voudrais que le bébé travaille un peu? Oui. Okay. Oui, vraiment. Vraiment, tu sais, on voyait souvent peut-être avant dans des images, là, tu sais, tu vas voir un peu le bébé qui a de l'air du pic-bois. Si maman est couchée sur le dos puis elle vient d'accoucher puis qu'il lève un petit peu la tête, c'est réflexe, ça, c'est inné. Fait que laissons-le faire. Puis en fait, dès ces moments-là, il va vraiment stimuler l'utilisation de sa musculature. Fait que tu dirais que, exemple, j'étais à l'hôpital, je viens d'avoir mon bébé, on fait du pot à pot, tout ça, et il pleure pas rien, mais sa tête, elle lève, elle descend, puis il fait un peu, puis il essaie de chercher le sein. Tu me suggérais de laisser, tant qu'il n'y a pas d'inconfort, de laisser travailler, justement. Oui. Vraiment, de le laisser faire, ça a vraiment des bienfaits. Puis naturellement, il va, tu sais, on le sait, là, les bébés, l'odeur du lait, tu sais, ils sont vraiment, sont efficaces, sont faits pour ça. Puis moi, je le laisserai travailler sans faute. Ah, c'est bien. On parle de sur le ventre, tu sais, dès la naissance, tout ça. Tu as parlé de plagio tantôt. On en voit de plus en plus avec bébé qui fait dodo sur le dos. Est-ce que c'est quand le moment que tu suggères qu'on commence à mettre le bébé sur le ventre? Le plus tôt possible. Vraiment. Tu sais, c'est sûr que dans la littérature, tu as bébé sur le dos, c'est vraiment à cause de la mort subite du nourrisson. Fait que, tu sais, ça a été prouvé que ça prévient cette problématique-là. Fait que c'est ça la priorité. Puis c'est numéro 1 parce que le risque associé, il était trop important si on veut la conséquence possible. Fait que c'est sûr que quand bébé fait dodo, on le met vraiment sur le dos. Mais là, on parle de la nuit et tout ça. Mais sinon, quand il est sous surveillance, donc, tu sais, s'il est sur nous, on peut facilement s'accoter dans le sofa puis avoir bébé contre nous, en peau à peau, comme tu disais. C'est déjà ses premières expériences en ventral ou en semi-ventral parce qu'il est un petit peu sur un plan incliné. Puis, s'il est encore là, il fait une petite sieste, il est sur un petit tapis, il est devant nous dans son parc, il n'y a aucun danger qu'il soit sur le ventre. Il ne faut pas avoir peur de mettre un bébé sur le ventre. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, hein? Les mamans, ils entendent tellement la mort subite du nourrisson quand ils font dodo sur le dos, mais dans le fond, le message, c'est que quand nous, on dort, puis que bébé dort, on va le mettre vraiment là, sur le dos. Exact. Mais ce que j'entends, c'est que si je suis éveillée puis que mon bébé dort,
c'est suggéré de le mettre sur le ventre. Ben oui, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il y a beaucoup de bénéfices à ça, en fait. Dès qu'il va bouger, il va développer un peu sa musculature. Il faut qu'il pousse contre le sol. C'est super important pour un bébé, cette étape-là, dans la stimulation de son développement moteur. Fait que juste le fait de pousser contre le sol, c'est bon. On parlait de la plagio, justement. Une des règles numéro 1 en traitement. Première fois qu'on va voir un bébé, on va enseigner, oui, comment faire les étirements, comment aller le stimuler à travers l'allaitement pour qu'il y ait du côté qu'il aime moins. Mais surtout, le numéro un, c'est comment positionner bébé pour éviter, en fait, la plagio puis la déformation du crâne. Parce que ce qui arrive, c'est que les bébés, on le sait tous, la boîte crânienne, les sutures sont ouvertes, on a les fontanelles, c'est souple. Fait que si on est couché sur le dos puis qu'on a toujours la pression sur ce point-là, c'est ça qui va créer la déformation du crâne. Mais un bébé qui est couché puis qui fait une belle sieste sur le ventre, le crâne dégagé, il n'y a rien de mieux, en fait, pour prévenir la plagiocéphalie. Il y avait déjà aussi, à un moment donné, j'avais entendu, puis j'aimerais ça avoir ton information, ton point de vue par rapport à ça. Il y a été, à un moment donné, j'avais entendu dans une étude que quand les enfants ont une plagio, puis que vraiment il y a une structure, puis que ça apparaît au niveau facial, ça fait une compression au niveau du cerveau. Oui. C'est sûr que ça, il y a des choses partagées qui sortent sur ça. Donc, oui, ça va limiter. Il y a une zone où est-ce que le cerveau, il y a beaucoup d'expansion au niveau du cerveau ou de croissance, si on veut, du cerveau dans la première année de vie. Fait que l'idéal, puis c'est pour ça que c'est fait comme ça, puis qu'on a les fontanelles ouvertes, les sutures ouvertes, c'est que ça puisse croître et pousser sur la boîte crânienne de façon symétrique puis créer une belle tête ronde. C'est sûr que si on a une suture, par exemple, qui s'est fermée de façon prématurée, donc avant le temps, cette section-là ouvrira pas. Oui, ça peut limiter un petit peu la croissance de la boîte crânienne. Est-ce qu'on peut dire que vraiment j'ai un effet sur le cerveau directement en dessous? C'est ça qui est un petit peu... Exactement. Mais c'est comme l'utilisation des casques qu'on voyait. Oui, ça, c'est quoi ton opinion par rapport à ça, l'utilisation des casques? On le fait, moi, ce que je vois aussi avec les médecins, c'est quand même c'est moins populaire. OK. Parce que justement, je pense que c'est beaucoup parce que les gens sont éduqués. Oui. Les gens savent qu'il faut prendre en charge ces torticolis-là, ces plagios-là, vraiment à un bas âge. Fait qu'on va aller prévenir qu'on ait des cas aussi importants au niveau de la déformation. Puis c'est aussi parce que c'était plus esthétique. Tu sais, c'était vraiment pour corriger un problème esthétique, mais moins, justement, on peut moins dire que ça a un impact sur le cerveau. Fait qu'on va un petit peu moins vers cette avenue-là. Il y a encore certains médecins qui le prescrivent de façon normale, comme ils faisaient avant, la même fréquence, mais il y en a d'autres qui ont diminué beaucoup la fréquence de prescription du casque. Puis si, dans le fond, quand on attend trop, exemple, et puis c'est pas par méchanceté, puis c'est pas parce que la mère est, tu sais, c'est parce que des fois on le remarque pas. Tout à fait. Des fois, on n'a pas de rendez-vous avec le médecin, notre pédiatre comme on veut, donc d'où l'importance de peut-être faire une petite évaluation quand on a un jeune bébé pour qu'on puisse, que vous puissiez justement d'un œil externe regarder le tout. Mais quand on a une grosse plagio puis qu'on a une désymétrie du visage, c'est pas le casque qui va ramener ça. Non, parce que le casque, en fait, il n'y aura pas de conséquences directes au niveau du visage. Oui, peut-être à moyen long terme, en changeant un petit peu les os sur lesquels les os du visage se fixent, on va peut-être corriger de façon minimale, mais non, ça ira pas corriger tout le côté crânien du visage, pardon. Parce que vraiment, de la façon que le casque fonctionne, c'est que si, disons, j'ai eu mon aplatissement à droite, ça va vraiment laisser un vide. Ça crée une pression ailleurs, puis ça laisse un vide. Puis ce qui arrive, c'est que quand le cerveau va grossir, il va prendre la grandeur, il va aller chercher le vide. Exactement. Il va aller pousser puis aller chercher où est-ce qu'il y avait le vide dans le casque. Wow. Ouais. Pour le 4 pattes, il y a été un temps où est-ce qu'on disait que c'était
c'était pas tant nécessaire. Après ça, on est revenu à dire que, bon, le 4 pattes, c'est important dans le développement de l'enfant. Oui. C'est quoi ta position par rapport au 4 pattes? Moi, je trouve que le 4 pattes, il est super important. Pour plusieurs raisons. 4 pattes, en fait, c'est la première position où est-ce qu'on va voir une dissociation un peu entre les deux côtés. Fait que le bébé va commencer souvent avec ce qu'on appelle un 4 pattes immature, où est-ce qu'on va voir les fesses aller un peu d'un côté, un peu de l'autre. Puis avec le temps, on a plus une dissociation, fait qu'il y a une rotation contralatérale qui se fait des épaules versus le bassin. Puis à la marche, on le sait, on a ce même mouvement-là. Fait que c'est vraiment important pour cette dissociation-là, mais c'est aussi toute la capacité à prendre du poids sur les bras. Ça part de la position de décubitus ventral, mais ça continue vraiment dans l'étape du 4 pattes. Puis si on regarde un enfant qui veut se déplacer de façon à l'aise au sol pour partir de la position assise, il faut qu'il y ait cette aise-là, ce confort-là, cette stabilité-là, la force au niveau des épaules pour pouvoir le faire, puis aucune meilleure façon que le 4 pattes. Puis quand on parle d'un 4 pattes, je m'excuse de dire un vrai 4 pattes, mais c'est vraiment d'utiliser les deux genoux avec les mains. Parce que des fois, il y a des enfants là, qui se déplacent soit en sautant, 3 pattes, en sautant, en roulant. Quand on voit que notre enfant se déplace d'une autre façon. Tu sais, c'est sûr que, bon, au début, il va se pousser, il va se tirer, qu'on appelle ramper. Mais quand on voit que notre enfant saute pour se déplacer, je sais que des fois, on peut trouver ça mignon, mais ça cache quelque chose. Oui. Puis c'est souvent... on va voir un enfant qui fait ça, va souvent avoir des comportements asymétriques dans tout. Puis, nous, on le sait parce qu'on est professionnels, on le cherche peut-être un petit peu dans le sens que on va vraiment aller observer ces choses-là, mais maman et papa pourraient être à la maison puis pas s'en rendre compte. Mais si l'enfant monte l'escalier toujours avec le même pied, bien, il développe vraiment la capacité d'un côté à accepter la mise en charge, de mettre son poids dessus. Il va développer la force de son fessier, de son bassin de ce côté-là, mais pas tant de l'autre côté. Là, fait qu'on veut vraiment, là, dès le début, donner une stabilité, des exigences qui sont semblables au niveau des deux côtés pour qu'on ait vraiment un corps qui se développe de façon symétrique. Donc, mettons qu'on voit un enfant qui a un comportement, justement, sauter, qui n'a pas un beau 4 pattes, on peut aller en physiothérapie pour, justement, rééduquer, puis aider le bassin, puis aider. Tout à fait. Tu vas donner des exercices, en fait, parce que c'est un travail de collaboration, je crois. Hein? Oui, la physio en pédiatrie, c'est sûr que ce qu'on a besoin, vraiment, c'est l'implication des parents. Que ce soit le parent, que ce soit la personne qui est à la garderie. C'est intéressant ce que tu amènes comme point. Oui, l'éducateur de garderie est super bien placé pour nous aider aussi. Parce que, par exemple, un enfant qui n'aime pas aller sur le ventre, qui ne fait pas le 4 pattes, juste de donner la consigne à chaque fois que vous le mettez au sol, vous le mettez sur le ventre. Vous le mettez, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il passe par cette position-là. Fait que ce soit l'éducateur de garderie, grand-maman, grand-papa, que ce soit le parent, c'est vraiment le secret avec les bébés, c'est un petit peu d'exercice plusieurs fois par jour. OK. Fait qu'on aime ça vraiment donner des trucs qui sont soit à chaque changement de couche, soit à chaque fois qu'on dépose un bébé au sol. Pour s'assurer qu'il y ait toujours une constance, finalement. Oui, puis qu'ils ne se rendent pas trop compte. On ne fait pas une série de... Un adulte, c'est facile à expliquer. Regarde, c'est bien pour toi. Je te donne un petit 15 minutes d'exercice, on fait ça tous les jours. L'enfant, un petit peu plus difficile, puis s'il te voit venir et il sait ce qu'il fait, il y a certains âges en particulier où est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de résistance. Fait qu'il faut être... Puis des fois, c'est dur aussi pour le cœur de maman, donc c'est mieux peut-être... à courte échelle et plus souvent. Tu me parlais tantôt par rapport des enfants, je m'excuse, je me rappelle plus du terme, mais les enfants qui se promènent sur le bout des pieds. Oui, marcher sur la pointe des pieds. Puis ça, j'en vois quand que je me promène. Puis ça aussi, quand c'est une petite fille, tu sais, les mamans sont comme « Ah, elle marche comme une ballerine ». Puis dans le fond, ça aussi, là, c'est pas... C'est pas optimal. C'est pas optimal, c'est ça, exact. C'est sûr. Il y a beaucoup de causes, par exemple, associées à ça. Fait que, c'est vraiment important encore là dans l'évaluation d'aller identifier c'est quoi les causes. Parce qu'on entend souvent parler aussi d'enfants qui sont hypersensibles. Tu sais, au niveau sensoriel, tout ce qui est stimulation, tu touches à la plante du pied, puis il y a un retrait. Fait que c'est sûr que cet enfant-là, il n'aime pas se sentir au sol.
Puis souvent, ce genre de comportement-là ou d'hypersensibilité-là, ça va être accompagné de plein d'autres choses. On va le voir au niveau de l'alimentation. Il n'aime pas les textures. Il n'aime pas les étiquettes de ses vêtements. Il n'aime pas... Fait que ça, c'est un volet qu'on va travailler beaucoup en physio et en ergo combinés. OK. Fait que même un bébé irrité qui broye beaucoup, mettons, ça pourrait être ça, là? Oui, il y a différentes choses. Bébé qui est irrité, oui, on peut parler de troubles digestifs, on peut parler retard de développement. Combien d'enfants qu'on a vus, justement, en clinique, que, oh mon Dieu, mon bébé est irritable, mais des fois, ils ont 12, 15 mois, puis sont capables de faire ce qu'un enfant de 6 ou 7 mois peut faire. Fait qu'eux autres, au niveau de l'intellectuel, ils sont rendus là. Ils veulent faire les activités de stimulation, mais ils sont pris comme dans leur corps de bébé. Il n'y a rien de plus choquant pour un enfant. Dès que tu leur enseignes puis qu'ils sont capables de se lever debout puis de stimuler, tu as un bébé complètement différent devant toi. Ouais. Fait que c'est d'où aussi en plus le bienfait là, pour. Puis pour revenir, est-ce que j'avais eu une question d'une maman. On était sur la pointe des pieds. Hein? Oui. J'avais une question d'une maman qui me disait est-ce que c'est à cause. Elle pensait que c'est parce qu'elle n'avait pas mis de bottines rigides. Non. En fait, la bottine rigide, on la recommande pas nécessairement. Ah, OK. À moins que l'enfant ait vraiment un problème de laxité ligamentaire ou d'hypotonie qui est important. Sinon, ce qu'on veut, en fait, les petits pieds au sol pour qu'ils se développent puis qu'ils ils vont travailler puis ils vont se créer, en fait, les muscles de l'arche plantaire. Donc, on veut qu'ils soient nu-pieds, les enfants. Nu-pieds. Les bébés, là, nu-pieds, c'est comme l'idéal. Tout à fait, c'est l'idéal. On les veut nu-pieds puis on les veut avec des chaussures, justement, qui sont flexibles. Moi, souvent, je vais dire aux gens, vous allez magasiner, prenez le temps de juste regarder, est-ce que je peux plier mon soulier un petit peu, tu sais, parce que c'est vraiment, tu sais, si on a le choix de dire, OK, c'est la botte rigide qui lui donne qui dicte son mouvement, oui. Ou est-ce que c'est lui qui apprend à faire son mouvement et qui apprend à le contrôler? La deuxième option est vraiment meilleure. OK, parce qu'on veut vraiment que ça soit lui qui conditionne son mouvement. Oui. Contrairement à... Puis pour les enfants, on a parlé comme dans le fond de l'hypersensibilité par rapport à marcher sur le bout des pieds, mais ça peut être aussi pour ça peut être aussi par rapport aux ligaments? Oui, plus dans le fond une rétraction au niveau du mollet. Fait que, tu sais, si on a quelque chose, c'est trop court à l'arrière, ça va amener le pied à rester en flexion plantaire, donc vraiment dans la position pointe de pied. Fait que ça aussi, ça va être vraiment important d'enseigner des étirements qu'on fait en tout temps. On recommande toujours, tu sais, ils vont toujours dire, on va essayer de commencer par la physio d'abord, parce que oui, il y a des traitements plus avancés, médicaux, où est-ce que des fois, ils vont aller, tu sais, couper, essayer de rallonger le Mais avant, on va essayer. Tout à fait. D'où le pourquoi d'aller consulter rapidement pour pas être obligé d'avoir une chirurgie. Là. Oui. Puis on le sait tous, je pense, dès que, tu sais, bébé et tout ça, on est à notre plus souple quand on est plus petit. Fait que c'est là qu'il faut le prendre en charge. Je vais le corriger. En terminant, j'ai la question qui tue. Que penses-tu des exorciseurs? Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, bon, pas de sautoir, pas de balançoire, pas de... c'est sûr que, bon, en plus, t'es maman. C'est ce que j'allais dire. Fait que c'est pour ça que j'avais besoin de ton... C'est tout à fait ce que j'allais dire. Tu sais, je veux dire, comme maman, on a besoin des fois d'un petit break, d'avoir nos bras pour faire à souper, pour faire d'autres choses. De mettre bébé dans un exorciseur, je pense qu'il faut le faire pas trop tôt. Fait que pas quand le bébé est trop jeune. Tu sais, on veut... la crainte avec ça, c'était en fait que ça affecte le développement des hanches. OK. Fait que bébé soit vraiment supporté par là puis qu'on affecte... de façon négative le développement des hanches. Mais si on le fait, tu sais, quand il est capable quand même de se tenir, qu'il n'est pas tout effoiré ou écrasé dans l'exorciseur, il est capable de se tenir. On essaye de descendre la hauteur de l'exorciseur justement pour pas que le bébé soit sur la pointe puis apprenne à pointer. On veut qu'il soit le plus possible à pied plat. Puis de faire des courtes périodes, tu sais, jusqu'à 15 minutes, on est en train de préparer le souper, il n'y a pas de danger. Mais on veut pas laisser bébé pendant 1 heure, disons, là-dedans parce qu'il aime ça, parce que oui, souvent, il aime beaucoup ça. Mais c'est pas la meilleure stimulation. Tout à fait. Donc, si je reprends ça, c'est de se dire, on met pas bébé dans l'exorciseur pour qu'il soit stimulé. C'est plus pour nous donner un petit peu de temps à nous pour se laver. Un petit break bien mérité. Un petit break bien mérité, mais de pas justement, là, puis on disait un petit 15 minutes quand le bébé se tient quand même, quand il y a quand même du tonus. Là. Exactement. Est-ce que ça serait quoi ton conseil pour les nouvelles mamans pour s'assurer qu'il y a un bon développement moteur? En terminant, ça serait quoi ton... Mettez votre bébé au sol. Mettez votre bébé au sol, puis
mettez bébé sur le ventre. Je pense qu'en partant, si on fait ça, de ne pas avoir peur parce que le bébé il se plaint ou tout ça. Je pense que c'est jamais la position préférée, est un petit peu difficile au début, mais les bienfaits sont là. Fait que mettez votre bébé au sol puis laissez-le se développer. Merci beaucoup, Patricia. Ça fait plaisir.